les matins, mesdames, messieurs, nous vous proposons un débat de société. Et ce matin, nous n'allons pas rater cette tradition-là. Quand vous allez au bureau, quand vous allez au travail, quand vous vous pointez sur votre lieu de travail, nous disons souvent que nous passons plus de temps au boulot qu'à la maison. Le travail, l'entreprise, la société dans laquelle nous travaillons justement devient une deuxième famille. Si cette famille ne nous aide pas à nous épanouir, quel pourrait être l'impact des rivalités sur la production du travailleur, sa santé mentale, son comportement, sa famille, et quel pourrait être également l'impact de ces rivalités professionnelles sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise? Les rivalités professionnelles, freins ou émulation au niveau de l'entreprise, nous allons en parler ce matin et avec des personnes dont les voix vont certainement porter, car ce sont des voix autorisées, Madame Danonde. Bien évidemment. Nous avons donc avec nous Waliou Hassana Aïna. Il est chef d'entreprise. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, en face de vous, nous avons Habib Dakbougan, qui est ici en tant que chef service du développement du capital humain. Merci également d'être là. Bonjour, merci. Bon, mesdames et messieurs, il faut dire que les thèmes ont évolué. C'est chef service ressources humaines, comme on le disait, mais là, c'est développement du capital humain. Voilà. Et au téléphone, nous sommes avec Fidèle Adioundé. Il est psychologue clinicien. Monsieur Adioundé, docteur Adioundé, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Eh bien, voilà, Alain, on peut faire donc le débat. Et le débat tout de suite, ça va être avec Habib Dakbougan. Habib, vous qui vous occupez des hommes et des femmes dans l'entreprise, au jour d'aujourd'hui, puisque Heureuse le disait, les thèmes ont évolué, est-ce à dire que les approches de gestion des hommes, du capital humain, a également évolué dans les entreprises? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on passe de l'homme ressource à l'homme capital. Le capital, c'est le trésor qu'il faut entretenir, dans lequel il faut investir pour le fructifier, alors que la ressource, c'est juste ce dont on a besoin pour faire le travail. Donc, on évolue vers le capital humain en tant que valeur qu'il faudra enrichir pour qu'elle soit pérenne et productive. D'accord. Et lorsqu'on parle de rivalité professionnelle, vous qui êtes, je ne dirais pas dans la gestion de ce capital humain, est-ce que c'est des choses qu'on constate dans les entreprises? Évidemment. Et en réalité, la rivalité, elle est naturelle. Elle est toute naturelle. L'être humain aspire à des positions supérieures. Et il se sent menacé dès qu'il se rend compte que cette position risque d'être occupée par une autre personne. Donc la rivalité, elle est toute naturelle. En entreprise, elle est bonne dans le sens où elle est saine et contribue à la performance, à la saine émulation. Elle devient nocive lorsqu'elle passe sur le terrain de la haine ou de quelque chose de malsain et de la manipulation. Bon, donc ces concepts-là, il faut les gérer dans l'entreprise avec professionnalisme, c'est-à-dire avec un certain nombre d'outils et surtout des procédures qui sont claires. D'accord. Et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Monsieur Hassana, oui, Aïna, voilà, monsieur Aïna, voilà, monsieur Aïna, vous, chef d'entreprise, vous avez un certain nombre d'employés que vous gérez. Est-ce que vous constatez des rivalités? Comment ça se présente chez vous? D'accord. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour que je m'exprime sur cette question. Je rejoins M. Habib qui dit que la rivalité, elle est naturelle. Hein. Partout où nous sommes dans la vie, il y a rivalité d'une manière ou d'une autre, étant donné que nous sommes des êtres humains. Mais effectivement, elle est à l'intérieur des entreprises, en fait, elle contribue à l'évolution quand elle est saine. Quand ça se base sur la rivalité, en fait, par exemple, vient des compétences. D'accord. Ça vient, je sais que je n'ai pas telle compétence et que c'est l'autre là, c'est pour cela qu'il est ici. Je me bats pour pouvoir avoir ces compétences-là aussi, occuper en fait ce poste un jour, ou pouvoir évoluer de toutes les façons. Mais après, quand elle prend une autre tournure, comme quand ça quitte en fait les aspects professionnels, et ça va dans des considérations totalement loin en fait de ce qui nous réunit,
Vous voyez des femmes qui font de rivalité d'accoutrement entre elles. Ça n'a rien à voir avec... Des femmes, mais pourquoi vous pointez directement du doigt des femmes? Non, c'est sur la base de votre question que j'ai commencé par... J'ai pas fini, j'ai commencé par répondre. D'accord, on vous suit. La rivalité en matière de tenue tous les jours pour le service. En matière de téléphone, en matière l'autre a tel téléphone, et ça se traduit sur le travail directement. Alors, ce qui ne devait pas être le cas. Monsieur, non, attendez, monsieur Wallo, dites-nous, vous qui êtes chef d'entreprise, je prends un employé A qui s'habille costume cravate du lundi au vendredi, une employée B qui s'habille avec des pailles d'une certaine qualité, une employée C qui porte ce qu'elle trouve et puis bon, ça y est. Est-ce que vous pensez qu'il y a des regards condescendants sur la personne qui ne s'habille pas en griffe trop bien et que cela influe sur la production de l'entreprise? Alors, déjà, l'entreprise a une culture qu'il faut respecter. Vous avez, chaque personne a sa culture. Vous dites, je viens de tel endroit, dans ma culture, on ne fait pas ça. L'école a sa culture. L'entreprise aussi a une culture. Et l'entreprise véhicule une image. Et sur la base, c'est grâce à cette image que l'entreprise est productive et les employés y ont de la place. Et donc, on protège l'image de l'entreprise en faisant en sorte que toute personne qui travaille dans l'entreprise, quand il se présente quelque part, qu'il soit le plus respectueux. Il est comme l'ambassadeur de l'entreprise. Exactement. Maintenant, ce qui nous réunit dans une entreprise, en première position, ça s'appelle le travail. Mais j'ai commencé par vous expliquer pourquoi c'est important, en fait, l'accoutrement de la personne qui travaille. Maintenant, si chaque entreprise a sa culture, il y a des entreprises où les gens portent des uniformes. Il y a des entreprises où on porte costume. Il y a des entreprises... Quand vous rentrez dans une entreprise... Il y a le dress code. Exactement. Vous devez respecter la culture de cette entreprise-là, un point barre. D'accord. On va revenir à vous, mais en attendant, on va s'adresser au docteur Adjioune. Docteur Adjioune, dites-nous, vous qui êtes psychologue, clinicien, dites-nous un peu, qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête d'un travailleur qui... voulant avoir une place, comme le disait M. Dakpogan, une place élevée, un rang élevé dans la société, se trouve le moyen d'aller torpiller son collègue auprès du patron. D'accord. Et avant de revenir sur votre question, je vais structurer un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués déjà. Et d'abord, je ne suis pas un docteur. On ne va pas parler d'usurpation de titre. D'accord. Je suis psychologue clinicien. Merci pour l'honnêteté intellectuelle. Je suis doctorant. Je suis en thèse, mais je n'ai pas encore fini. D'accord. OK, ça c'est très important pour moi de préciser ça. C'est vraiment très important. Et après cela, oui. Quand on parle de rivalité professionnelle, c'est vrai que j'estime que je ne suis pas appelé au début de l'émission, mais je pense que moi-même, je vais quand même clarifier. Je vais clarifier un peu ce qu'on appelle rivalité, ce que j'entends par rivalité professionnelle. Alors, c'est vrai que beaucoup d'auteurs ou beaucoup de personnes pensent que la rivalité en milieu professionnel ou la rivalité professionnelle est définie comme une concurrence de personnes ou de groupes, de personnes qui prétendent à la même chose ou aux mêmes avantages. Moi, je ne suis pas forcément dans cette démarche. Je dirais tout simplement que la rivalité en milieu professionnel est un stimulus exogène à soi, donc permettant une sorte de psychanalyse personnelle afin de mieux se connaître pour agir de façon adaptée dans son milieu professionnel. Donc, quand je retiens cette définition, je peux dire que la rivalité professionnelle a des avantages et a des inconvénients. Je vais en revenir pour aborder proprement votre question. Et avant d'évoquer véritablement un éventuel avantage
liées à une expression de rivalité en milieu professionnel, il faut d'abord évaluer la perception des sujets qui se trouvent dans l'espace professionnel où la rivalité est expressive. C'est très important parce que c'est cette perception qui va permettre ou qui va entraîner une détresse psychologique ou qui va motiver celui qui se retrouve dans cet espace-là. Alors, à partir de ce moment, un professionnel peut parler davantage. Oui, un professionnel peut vraiment parler davantage au cas où la rivalité sera perçue par ce dernier comme une source de motivation, ce qui peut l'amener à renforcer ses connaissances. Monsieur Adjoundé, oui. On comprend ce que vous êtes en train de dire, mais prenons la rivalité nocive. Monsieur Habib Dakoga, tout à l'heure, a fait sortir le thème. La rivalité nocive qui fait que nous avons pris ce schéma d'un employé A qui, convoitant une place élevée dans la société, est obligé d'aller saboter le collègue B ou C à côté du patron. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la rivalité devient pour l'entreprise? Alors, c'est pour cela que j'avais procédé à cette clarification, parce qu'on doit pouvoir dissocier ce que c'est que la rivalité professionnelle de la méchanceté et de la violence en milieu professionnel. C'est très important. Si nous confondons la rivalité professionnelle au sens strict du terme avec la violence et la méchanceté, nous ne pouvons pas évoquer l'avantage de la rivalité professionnelle, mais plutôt les inconvénients. Et ça ne va même pas être au sens propre du terme des inconvénients de la rivalité professionnelle, en fait. Donc, je pense que si, je reste dans votre cadre de questions, oui, et je me dis peut-être qu'il y a une rivalité nocive que moi je peux appeler qui va au-delà même de la rivalité professionnelle, qui peut-être prend le sens de la violence ou de la méchanceté. Mais je reste dans ce cadre. Je dis, si une personne aspire à une promotion, à un poste, et s'en va voir un patron pour détruire l'image de son prochain, pour accéder à un poste de responsabilité, il y a ce que nous appelons l'analyse de la conscience personnelle. Celui-là peut, par la suite, être amené par des conditions humaines de vie à ne pas répondre adéquatement au poste où il aspire et peut-être où il va gagner plus tard en faisant cette mauvaise manœuvre. Et là, la lutte qu'il a menée jusqu'au bout pour pouvoir gagner ce poste va l'exposer finalement à une sorte d'autodestruction. Et finalement, il va se retrouver aussi à être en proie facile à des souffrances psychologiques. Monsieur Adjoundé, vous continuez de garder la ligne. On va revenir sur ce plateau. Je crois que Mme Darnaud a une question pour Monsieur Dakoga. Tout à fait, vous lisez dans mes pensées. Alors, Monsieur Dakoga, quand on suit un peu le psychologue, moi je veux bien comprendre auprès de vous comment vous arrivez à faire le distinguo entre la rivalité saine et la rivalité, nocive, voilà. Alors, la rivalité saine, c'est ce que j'appelle l'émulation. L'émulation est entretenue par les principes de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise a, par exemple, un système de récompense de ses employés, avec des fiches d'évaluation claires qui donnent des notes et qui permettent de dégager quelqu'un qui a performé et qu'on peut célébrer, oui, lorsque l'entreprise a ces outils-là, évidemment, tous ceux qui voient cet employé honorer cette année voudront travailler pour arriver à ce niveau-là. Là, c'est l'émulation saine. D'accord. Alors, l'émulation, elle devient, elle quitte le champ de l'émulation pour devenir de la mauvaise foi, de la méchanceté. Lorsque la personne, il y a mon collègue qui le disait tout à l'heure, il a dit, lorsque la compétence
et défraie la chronique. Lorsque déserte le forum, voilà. Lorsque la compétence déserte le forum, oui. et que la personne qui aspire à un poste n'a pas les acquis nécessaires pour occuper ce poste-là, c'est là qu'interviennent les jeux de couloir. Et c'est là qu'intervient la mauvaise foi. Et c'est là que doit intervenir la responsabilité du supérieur. Vous voyez, parfois... Du supérieur, lequel, le patron lui-même ou le chef service le supérieur, celui qui est censé reconnaître la valeur des deux. C'est là que sa responsabilité intervient. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le supérieur est du genre manipulateur, il y a plusieurs types de leaders. Si le leader dont on parle, il est manipulateur, c'est-à-dire il a l'habitude de diviser pour régner, pour avoir l'impression, c'est une forme de perversité. Mais il y a beaucoup de leaders qui sont ainsi. Alors, lorsqu'il est comme ça, il favorise les jeux de couloir. Alors, le leader manipulateur, il favorise les jeux de couloir. Ce leader-là, il entretient une rivalité malsaine et il aura tendance à donner de la valeur à celui qui vient le célébrer. Et là, ce n'est pas un cas de figure normal. Il faut qu'on se mette en situation normale. Une entreprise qui respecte des normes. Alors, lorsqu'on est dans une entreprise qui respecte des normes, ce qu'il faut faire simplement pour l'employé qui se sent au cœur d'une rivalité malsaine, c'est de respecter les normes. Et c'est de poser le problème clairement à celui qui... Parce que vous voyez, il peut arriver que celui-là, il envoie des mails importants, il ne me met pas en copie. Parce qu'il se dit que l'information est le pouvoir. Donc, je n'ai pas l'information, je suis tenté de travailler mal. Je fais mal mon devoir parce que je n'ai pas l'information. Mais il y a des cas comme ça. Et alors, moi, je vais le voir, je lui dis, mais écoute, tu ne m'as pas mis en copie des mails depuis. Et puis, moi, je suis bleu quand l'information vient. Il faut que tu me mettes en copie. Et s'il ne veut pas me mettre en copie, je lui envoie un mail, je mets le supérieur en copie. Je dis, je n'ai pas été en copie des mails depuis, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il faut un jeu clair, sans animosité. Parce que le glissement est très facile de passer de l'émulation à l'animosité et là, le raisonnement disparaît. Il y a d'autres types de choses subjectives qui interviennent, le raisonnement disparaît et ça devient un champ de bataille. Est-ce que là, déjà, on ne va pas dire que toute la responsabilité revient à la haute autorité, si je peux m'exprimer ainsi, au patron lui-même, au type de leader qui a à la tête de l'entreprise? Oui, la responsabilité d'abord au leader qui a à la tête de l'entreprise et la responsabilité au RH, parce que tout vient aussi du recrutement. Aujourd'hui, on essaye de faire des recrutements excellents. Bon, on essaye, j'ai dit, parce qu'on ne cerne pas tout à la fin d'un recrutement. Alors, lorsqu'on a fait un recrutement, un bon recrutement, on sait qu'il ne se posera pas de problème de compétence et d'incompétence tout de suite. Et les structures RH essayent de former au fur et à mesure pour rendre les employés employables, entre griffes. Bon, donc, lorsqu'il y a ça, il y a peu de place pour les animosités, je dirais, sur le champ professionnel. D'accord. OK. Alors, moi, j'ai bien envie qu'on reste un tout petit peu encore avec M. Dapogan. C'est vous qui définissez les profils. C'est vous qui évaluez les candidats ou bien les employés. Alors, est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut dire que si le patron, le numéro 1 de la boîte, arrive à prendre des décisions subjectives, ce sont les outils que vous lui avez proposés qui sont mal définis ou comment est-ce que ça se passe? Alors aujourd'hui, l'organisation des entreprises est telle qu'il y a très peu de marge de manœuvre pour que le supérieur prenne des décisions subjectives. Vous voyez, on fait en sorte de protéger l'autorité contre elle-même. C'est-à-dire que l'être humain étant enclin à transgresser les lois. Nous sommes tous pareils. Naturellement, nous sommes enclins à transgresser les lois. Et donc, lorsque nous-mêmes, nous favorisons la mise en place d'outils qui nous empêchent de transgresser les lois, il y a très peu de chances que nous allions vers des prises de décision subjectives. Après, le chef d'entreprise, il est souverain dans ses choix. Et là, il fait ses choix. Mais il fait ses choix
en tenant compte de l'avenir de son entreprise. Donc, aucun chef d'entreprise n'est suffisamment fou pour emporter son entreprise dans des vagues qu'il ne maîtriserait pas. C'est pourquoi, quel que soit le type de leader qu'il est, je pense qu'il est suffisamment éclairé au dernier moment pour dire attention, si j'entretiens, c'est mon affaire, si j'entretiens des ambiances délétères qui vont m'amener à la bascule, c'est moi qui trinque. C'est moi qui trinque. Donc, j'ai le devoir de faire en sorte que les compétences soient valorisées et restent, et que les brebis galeuses finissent par partir de leur propre chef. D'accord. Alors, Monsieur Aïnan, le chef d'entreprise du plateau, dites-nous, vous êtes leader manipulateur pour mieux régner, pour mieux gérer votre entreprise. Comment est-ce que vous faites? Comment vous faites D'accord. par rapport aux rivalités dans votre entreprise? Merci pour la question. Déjà, les personnes qui vont, les collaborateurs qui vont dans les bureaux des patrons ou de ceux-ci, c'est pour aller parler de tel ou tel, c'est les gens qui n'arrivent pas suffisamment à faire leur boulot là où ils sont assis, qui sortent au dehors pour compléter ça avec la parole. L'expression, c'est faire les couloirs. Oui. Non, mais c'est clair, hein, l'expérience, les gens qui sont très occupés et qui savent pourquoi ils sont là, ils n'ont pas suffisamment de temps pour cela. Pour se pointer dans le bureau du DG tout le temps. Oui, très honnêtement, on le comprend bien. Après, moi, je ne suis pas manipulable. Non. Quels sont les garde-fous que vous posez? La question, c'est d'abord, est-ce que vous êtes manipulateur? C'est différent de est-ce que vous êtes manipulable. Je ne suis pas manipulable, je ne suis pas manipulateur. C'est ce que je pense. Malheureusement, on n'a pas pu trouver un de vos employés. Mais quand même, comment vous procédez? Quelles sont les dispositions que vous avez à prendre pour gérer la rivalité? Mais il y a quelque chose que M. Habib a dit tout à l'heure qui est très important, qu'il faut prendre en compte. Nous avons des services de ressources humaines qui font des propositions sur la base de leurs compétences. Parce que dans l'entreprise, chaque personne a une compétence. Mais le chef d'entreprise a tendance toujours à voir ce qui veut se passer. C'est naturel. Surtout pour le bien de son entreprise. Il a dit, mais il y a d'autres acteurs de l'entreprise que l'employé ne connaît pas forcément, ne voit pas. Monsieur Aléo, oui. Monsieur Dapogan tout à l'heure parlait, en parlant, il a sorti le mot norme. Un employé s'accroche aux normes. Il fait le travail en fonction de ce qui est dicté comme norme dans l'entreprise. Mais généralement, c'est sur lui qu'on tape. Pourquoi? Il n'y a pas ce cas-là chez moi. Si je comprends bien votre question, il n'y a pas ce cas chez moi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aspirent à des postes pour lesquels le chef d'entreprise juge qu'ils n'ont pas les compétences. Et ça, c'est très important. Les compétences ne sont pas que techniques. Il y a d'autres choses qu'on recherche que l'autre. Il est très à l'aise à être enfermé dans un bureau à produire un résultat technique. Mais on a besoin peut-être d'aller convaincre les gens, on a besoin, ou il n'a pas en fait ces compétences-là. Mais il aspire quand même aussi à être dans l'avion tout le temps avec le patron ou celui qui le fait parce qu'il pense qu'il est là. Je vous donne un exemple pragmatique. Il y a une personne qui travaille chez moi depuis 2015. Depuis 7 ans. Oui, depuis 2015. Il est très professionnel, très honnête, très loyal. C'est une personne qui a travaillé depuis 7 ans, je n'ai jamais vu venir au boulot en retard. Mais après 4 ans, il y a une personne qu'on a recrutée. Et c'est lui qui a formé cette personne. Monsieur Dapogan, il va me dire si on a pris les bonnes décisions. Vous sollicitez la consultation sur le plateau, on va vous facturer. Donc, c'est lui qui a formé cette personne. Oui. Attention, lui, il est rentré dans l'entreprise en fait avec une licence. Cette personne est rentrée dans l'entreprise avec un master. Il a formé la personne sur un processus. Mais moi, j'ai découvert très rapidement que la personne avait beaucoup de capacités, de potentiel que moi, je recherchais. Pour m'accompagner au plus près de moi, pour un certain nombre de choses que je peux lui déléguer. Une fois que la formation s'est bien passée, après 1 an, 2 ans, moi j'ai pris cette décision-là pour, par exemple, un chargé de mission ou un adjoint, quelque chose comme ça. Cette personne qui était là, rien
n'a été touché dans ce qu'il a l'habitude de faire. Ses avantages sont restés les mêmes. Cette personne est devenue comme une malade dans l'entreprise. Et ils pensent que ils sont là pour servir en fait les autres. Dans ce cas de figure, la consultation, elle est inévitable. Monsieur le responsable du capital humain, ce type de schéma qui pourrait être présent dans plusieurs entreprises, comment est-ce que le chef d'entreprise gère ça pour que celui qui est là depuis 10 ans ne se voit pas comme, ne soit pas frustré? Non, mais la frustration, elle est inévitable dans ce cas précis. Elle est inévitable. Alors, maintenant, c'est de trouver des voies et moyens pour rendre la personne performante. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on veut, c'est que la personne soit performante. Donc, il faudrait qu'on trouve des voies et moyens pour la rendre performante, pour identifier ses atouts majeurs, pour l'orienter dans ses atouts majeurs. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah oui? Oui, c'est pas fini parce que si ça évolue comme ça. Guerre entre agents qui non seulement ça, d'autres personnes risquent d'être promues. Et lui va rester au même stade. Voilà. Donc il faut vraiment travailler sur cette personne-là et essayer de l'orienter. Et surtout, il faut faire primer les procédures. Les procédures doivent être primées. C'est-à-dire que rien ne se fait sans les procédures. Il y a des plans de succession qui sont clairs et qu'on communique. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas là en tant que N+1, mon N-1, c'est telle personne. Et mon N-2, c'est telle personne. Et c'est clair. Il faut que les choses soient claires. Si les choses soient claires, je prends ma première frustration aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. Mais si rien n'est clair et je rêve, alors que ce n'est pas moi qui suis là. Et tout là, d'abord, la plupart des rivalités naissent là. À partir du moment où je rêve et que, le nouveau venu est promu, c'est lui qui est plus proche du patron. Le nouveau venu est promu. En fait, il ne m'a rien fait. Lui, il ne m'a rien fait. Oui. Je sais qu'il ne m'a rien fait. Mais la subjectivité veut que je lui en veuille parce que c'est lui qui est là. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je me déchaîne sur lui alors qu'il ne m'a rien fait. Mais... Oui, et donc, ça c'est déjà le cas où le nouveau poste est acté. Maintenant, lorsque le nouveau poste n'est pas acté et que je me dis, on est deux là, on est au même niveau et que lui, je sens que lorsque je le vois intervenir, je sens qu'il est bon et qu'on ne va pas hésiter à le mettre à la place là. Moi, je commence à développer d'autres stratégies pour être à sa place qui peuvent aller très loin. Je n'ose pas imaginer où on peut aller. Des stratégies dans le noir. Dans le noir, voilà. Et je n'ose pas imaginer où on peut aller. Donc, c'est pour ça que tout doit être clair au début. Et surtout que le chef d'entreprise ne soit jamais complaisant. Il peut être sympathique, mais pas complaisant. Complaisant, c'est-à-dire que l'employé est venu le saluer plusieurs fois. On aime tout ça, hein, c'est tout naturel. Le saluer plusieurs fois, la nana le matin pour rester en forme et tout ça. Mais après, il ne faut pas que ça vire dans la familiarité. Parce que sans ça vire dans la familiarité, toi, N-1, tu penses que le chef est ton ami et qu'il te doit quelque chose à la place de l'autre. Bon, donc, il y a tout ça qu'il faut éviter. Il faut que les principes restent les principes, quels que soient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en mesure de taper sur son préféré pour donner l'exemple. Attention, les règles sont les règles. Moi, je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit. Mais il faut avoir une maturité professionnelle pour pouvoir le béninois, en fait, pour accepter clairement que telle personne s'exprime, il est bon que moi. Surtout à mais dans le même temps, il a parlé des normes. Il faut que les choses soient claires déjà au sein de l'entreprise. Oui, il y a une procédure. Oui, la procédure, elle est là. La procédure dit... Mais je veux parler du manuel de procédure. Il arrive justement, en sortant le thème, il arrive même que des patrons ont la vilaine manie de cacher même le manuel de procédure de l'entreprise. Non. Alors qu'en réalité, ça devrait être vulgarisé. Pour le cas d'espèce, pour le cas dont je vous parle, le manuel, on a une procédure qui est claire et définie, adoptée par tous. Dans le même temps, moi je travaille depuis 3 ans, 4 ans à mettre en place une autre entité. Pour laquelle je regarde en première position
dans l'existant. Ce qui est normal, c'est ce qu'on a fait du redéploiement. C'est ce qu'on a retenu en fait à la base. Mais dans l'existant, là, cette personne dont je vous parle est tellement confortable dans son point où il est, où il n'a pas l'envie, ça ne se sent pas qu'il a la volonté d'investir sur lui-même, parce que c'est très important pour se développer, pour aspirer à autre chose. Par rapport à ce qu'il fait, il est vraiment confortable. Dans cette recherche-là, moi, on me propose quelqu'un, attention, qui, quand on parle de procédure, qui travaillait quelque part. Qui travaillait quelque part, qui a des qualifications, des compétences. Il arrive et je lui dis, OK, tu restes avec ce monsieur pendant un moment, le monsieur lui donne la main sur le basique, en attendant que moi, je le reprenne. Mais cette personne, je ne m'attendais pas à autant de capacité avant qu'il n'arrive. Mais quand on travaille, il produit les rapports, il fait les analyses, beaucoup de pertinence. Je me suis dit, mais OK, là, on peut prendre cette personne d'ici pour le remettre, en fait... On va oui. C'est dans ça que l'autre monsieur, il n'a jamais reconnu que l'autre est... C'est clair, et moi, je me demande si... Bon, c'est vrai que le chef d'entreprise est là pour le développement de son entreprise, mais quelque part, est-ce que dans le choix, parfois, il ne faudrait pas qu'il soit un peu psychologue, voir un peu la psychologie de l'agent face à des décisions qui seront prises. Et là, justement, de psychologue, il est en ligne. Alors, monsieur Adioun, dites-nous, hein, comment sortir ou bien faire sortir un employé de sa zone de confort et lui donner plus de challenge. Il y a des personnes qui se contentent de ce qu'elles ont déjà. J'ai mon petit pot, je suis dans mon coin, même si le nouveau venu, lui, veut aller très loin. Celui qui est là, comme le cas que M. Waliou est en train de nous présenter, comment on fait pour sortir un sujet, un employé de sa zone de confort pour d'autres challenges? D'accord. Alors, c'est très pertinent le débat. Je pense qu'en toute chose, c'est vrai que tous les employés ne sont pas les mêmes. Chaque personne a son identité particulière, a sa manière de faire, de voir les choses de façon unique. Et ça, c'est très important. Et l'employeur doit pouvoir disposer d'une certaine qualité, même s'il n'est pas psychologue, quand même pour apprécier et comprendre un certain nombre de choses liées à chaque employé. Alors, mais ce qui est important, c'est qu'un changement suscite chez chaque personne une certaine peur. On a toujours peur d'aller échouer à quelque part ou de perdre son poste. Ou, en tout cas, il y a quand même, parce que quand il y a de l'inconnu, où on s'en va vers l'inconnu, on a toujours une peur. Donc, pour annoncer ou pour amener quelqu'un à quitter sa zone de confort, pour entreprendre une éventuelle aventure, donc prendre un certain nombre de risques pour valoriser d'une certaine façon l'entreprise, il faut là de communiquer ce qu'on veut à cette personne-là. Communiquer avec la personne, c'est l'amener à comprendre, non seulement à comprendre, mais à intégrer la dynamique de ce que l'entreprise veut, de ce que l'employeur a jugé comme important pour le bon fonctionnement de son entreprise. D'accord. C'est vrai que dans d'autres entreprises ou dans des entreprises données, il y a des employeurs qui reconnaissent leurs limites et donc qui sollicitent de l'aide pour annoncer un certain nombre de changements à ses employés. Et ça doit se dérouler avec une certaine considération et avec une certaine manière d'appréciation et de renforcement de l'estime de soi de chaque employé. Si ce n'est pas fait de cette façon-là, ou si l'employeur ne reconnaît pas sa limite et donc sollicite ceux qui disposent de cette compétence, de cette qualité, d'amener les employés à intégrer une nouvelle dynamique, c'est normal que ça tourne au vinaigre. Donc, à partir de ce moment,
il faut forcément l'intervention d'une personne neutre pouvant permettre à celui qu'on veut, d'une certaine façon, faire sortir de sa zone de confort. Il faut une certaine personne neutre pour l'amener à intégrer cette dynamique-là. Ça va lui permettre aussi d'extérioriser un certain nombre de choses qu'il ne peut pas extérioriser en face de l'employeur. Et l'autre va l'aider à trouver d'une certaine façon une solution à ce que lui, il estime comme problématique pouvant le dérouter dans l'entreprise de ce processus de changement. Monsieur Adjemné, oui. Merci beaucoup. On continue le débat, mais on va marquer juste une petite pause. On va vous revenir et cette pause va nous permettre de suivre l'avis de quelques concitoyens béninois qui se sont exprimés sur la question au micro de Oseni Adeleke. La rivalité professionnelle, c'est une concurrence entre deux ou plusieurs personnes d'une même profession. Une rivalité, une concurrence entre deux personnes qui aspirent à un même objectif en fait. Ouais. Donc pour moi, cette rivalité ne doit pas constituer un problème au développement d'une société, d'une entreprise. La rivalité constitue un frein, d'abord dans un premier temps, pour le travailleur. Mais pour un travailleur qui n'a pas l'esprit de compétition, si cette rivalité rime avec mal-être en milieu professionnel, si j'ai un rival sur mon milieu de travail qui me met mal à l'aise, ça peut constituer un frein pour moi. Bon, et dans l'autre sens, ça peut constituer une émulation pour le travailleur qui a l'esprit de compétition. Lorsqu'on a un rival en face de soi, on a toujours envie de faire plus. On a tous les jours envie de devenir meilleur et par rapport à cette personne, on a toujours envie de faire plus, de faire beaucoup plus et d'impressionner. Donc oui, la rivalité en milieu professionnel peut constituer un frein pour le travailleur, que ça agace, qui n'est pas prêt à jouer à ce jeu, pour le travailleur qui ne se sent pas bien avec cette rivalité. Et dans l'autre sens, elle peut constituer une émulation pour le travailleur qui a l'esprit de compétition, qui a envie de se surpasser, qui a envie de donner le meilleur de lui. Et par ricochet, cette rivalité peut constituer un atout pour l'entreprise. Une rivalité, l'accord professionnel, c'est d'abord une concurrence saine entre des collègues, des personnes qui travaillent pour donc atteindre un objectif bien précis, avec un cadre de charge bien précis. Alors, dans ce cadre, mettons l'accent sur la reconnaissance du mérite et surtout que vous ayez un arbitre, quelqu'un qui doit permettre aux uns et aux autres de savoir quels sont les critères par lesquels, quand je fais des efforts, ces efforts sont reconnus, salués et félicités. Et oui, c'était là l'avis de quelques concitoyens. Tout de suite, j'ai bien envie de demander au responsable du développement du capital humain ici de nous dire ce qu'il en pense, ce que vous pensez de ces appréciations. Non, mais ces appréciations rejoignent ce qu'on a dit jusqu'ici. Si on doit résumer ces appréciations, le glissement est très rapide entre rivalité professionnelle et animosité, c'est-à-dire rivalité malsaine. Et il faut un système de reconnaissance du mérite qui soit clair. Lorsque même malgré ma subjectivité, je sens que la structure est honnête avec moi et que je ne suis pas brimé, mes petites privations relatives, comme le dirait le psychologue, privations relatives finiront par s'estomper. Je regarderai la vérité en face. Monsieur Dakogan, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Quel outil de récompense, encouragement, même sanction, qui pourrait donc les aider à canaliser les acteurs de cette concurrence-là qui parfois risque de plonger l'entreprise? Oh, est-ce que je ne sais pas si j'ai quelque chose à apprendre aux chefs d'entreprise, c'est le minima, c'est-à-dire le BABA, qui est un système de récompense des employés, et qu'on sorte un employé de l'année, à la fin de l'année, qu'on récompense un employé de l'année. Parfois, les gens le font au semestre, parfois au trimestre.
Alors, si c'est des vendeurs, qu'on récompense le meilleur vendeur. Si c'est des chargés de clientèle, qu'on récompense celui qui a amené le plus de clients. Il faut que chaque mérite... Est-ce que vous savez qu'il y a certains employés, un type, en tout cas, d'employés qui pensent que lorsque, à la fin d'un, je ne sais pas si c'est d'une évaluation et autres, on récompense un agent, c'est comme si... celui-là. Acquaintance avec le patron, par exemple. Parfois même, finalement, l'agent est la risée des autres. Mais tout dépend. Est-ce que c'est réellement une meilleure astuce? C'est obligatoire, c'est inévitable, mais tout dépend du leadership et de la clarté des procédures. Lorsque on a l'impression que les directeurs se regroupent et pour faire des affaires et puis sortir leurs copains. Voilà. Ah ben là, ça ne marche pas. Mais lorsque... généralement, ça en dit long pour monsieur Aïna. Généralement, ce qui se passe, c'est que celui qui est vraiment méritant, c'est pas seulement les directeurs qui le constatent, il est plébiscité. C'est-à-dire qu'on voit ça, on voit ce nom-là, on se dit... Tout même ses collègues, les autres collègues sont d'accord. C'est pourquoi lors des comités d'élection du meilleur, on va à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on veut éliminer le plus de susceptibilité possible. Bon, donc, on se dit, attention, c'est vrai que les nôtres sont là, mais si on prend celui-là, on est d'accord que tout le monde est d'accord avec nous. Mais parfois, on se dit, bon, est-ce que celui-là vraiment... donc, on va sur d'autres terrains d'appréciation, comme l'a dit M. Aliou tout à l'heure. Ouais, il peut être techniquement très bon et ne pas avoir l'approche client. Voilà. Il y a tous ces éléments. Il peut ne pas avoir le easy contact. Le easy contact. Donc, tous ces éléments entrent en ligne de compte pour désigner la personne qui représente d'une certaine manière la qualité de l'entreprise. D'accord. Voilà. Monsieur Aïna, vous avez également suivi les citoyens, nos concitoyens. Que pensez-vous de leur intervention? Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire depuis le début, que chaque personne a essayé d'interpréter comme il le comprend. Mais attention, il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas vraiment bien ce qu'on est en train de dire par la rivalité professionnelle. Expliquez-les. Les rivalités, toutes les rivalités à l'intérieur de l'entreprise ne sont pas professionnelles. Quelle rivalité qualifiez-vous de non professionnelle? Une rivalité professionnelle, c'est une rivalité qui est liée au travail qu'on est venu faire essentiellement que sur la base du travail qu'on est venu faire là. On crée un challenge pour voir qui sera le meilleur. Oui. Et ça va être pour le bien de l'entreprise. En fin d'année, on choisit M. Habib comme le meilleur employé de l'année. Il y a des avantages autour, naturellement. L'idée, c'est de faire en sorte que ça stimule les autres. Oui. Tout le monde a voulu être meilleur et donc ça accroît la performance globale en fait, de l'entreprise. Si une rivalité naît de là, c'est professionnel en fait. Ça permettrait de créer un certain... Quelqu'un va dire, bon, l'année prochaine, moi je détrône Habib, quoi. Voilà. Je ferai en sorte que ce soit moi, mais pas le travail. Uniquement pas le travail. Il y a dans notre société, compte tenu de notre composition sociologique, nos éducations à la base, la notion du mérite n'est pas répandue partout. Excusez-moi, si vous permettez. Allez-y. On ne va pas appeler le nom de coin d'entreprise. Si vous permettez, oui. Tout part de l'éducation et de l'environnement dans lequel une personne a grandi. Et après, l'entreprise est un véritable lieu d'éducation aussi. Il y a les gens, on ne les a jamais appris qu'on peut avoir les choses uniquement par le travail. Oui. Selon leur éducation, on les a appris à frauder, on les a appris à faire des crocs en jambes. Maman est à la maison, elle doit la personne vient, on envoie l'enfant pour lui dire, il faut lui dire que je ne suis pas là. Bon, c'est des petits détails qui forgent l'être humain. La personnalité de l'enfant. Après. Donc, vous voyez, par nature, vous avez des collaborateurs qui, de manière systématique, ne croient pas que ce n'est que par le travail, en fait, qu'on peut atteindre tel ou tel niveau. Mais que peut-on faire de ces types d'employés? Première des choses, il faut que la procédure, en fait, qui conduit soit transparente et accessible. Okay, comme l'a dit monsieur. Ça, c'est la première des choses. Mais malgré ça,
il va y avoir en fait des personnes qui ne vont jamais croire à cette procédure-là. Ils vont se dire, bon, c'est un truc entre eux, quoi. Oui, malgré ça. Mais déjà, il faut que l'entreprise fasse sa part, qu'il y ait un bon leadership, qui partage l'information et que ça soit transparent. Maintenant, revenons sur le fait qu'il y a des rivalités qui n'ont rien à voir avec le travail. Un peu comme vous le disiez à l'entame de votre intervention, les femmes qui font des concours de marques de téléphone, de vêtements. De la qualité de la tenue que l'autre a portée. Oui. Des hommes aussi qui ont des rivalités sur la voiture que l'autre a conduite. Parce que c'est sérieux. C'est des aucun rapport avec le travail. Aucun rapport. Mais malheureusement, ça joue sur leur psychologie, en fait, pour le rendement dans le travail. Et créer même un autre environnement complètement morose pour le travail. Parce qu'il se dit, bon, peut-être qu'il y a... Alors que nous n'avons pas du tout, nous ne sommes pas les mêmes personnes. On ne vient pas aussi des mêmes endroits. Et oui, le temps commence déjà par nous talonner. On va apprendre l'avis de M. Adjoumé. Monsieur, vous avez suivi, même si c'est à l'audio, les interventions de nos compatriotes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez en profiter pour donner des conseils aux chefs d'entreprise qui nous ont suivis jusque-là et aux employés également qui nous ont suivis jusque-là. Ok, merci beaucoup. Alors, honnêtement, pour les avis de la population, la ligne n'est pas trop bonne, donc je n'ai pas bien compris, entendu ce qu'ils ont dit. Mais je pense que les autres invités déjà sur le plateau ont donné quand même le maximum d'appréciation là-dessus. Alors, en ce qui concerne des conseils à l'endroit des employeurs et des employés, je peux donner un conseil commun aux deux corps. C'est essentiel aujourd'hui, et certaines entreprises comprennent déjà, qu'il faut aussi solliciter la compétence ou certaines spécialités comme la psychologie, donc des psychologues du travail des organisations en milieu professionnel, pour ne serait-ce que peut-être une fois par mois ou une fois en 2 mois, passer pour s'entretenir. On crée ce cadre-là dans l'entreprise et le psychologue reçoit un entretien. Et dans ces espaces, il y a des employés, du moins, qui se découvrent en fait, je suis de telle personnalité par exemple, ou voilà ce qui m'embêtait depuis et je ne suis pas épanoui dans mon travail, etc. Et prennent des décisions pour corriger un certain nombre de choses, évidemment, pour la productivité, la rentabilité de l'entreprise et aussi pour sa santé, pour sa propre santé. Voilà. Donc, je vais... Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Adjoumé. Merci d'être intervenu dans ce débat. On vous souhaite une excellente suite de journée. On va revenir sur ce plateau pour conclure. Monsieur Dakogan, pour conclure, moi, je veux que vous soyez assez pratique. Quelques mots aux chefs d'entreprise par rapport aux rivalités. Qu'est-ce qu'il faut interdire dans son entreprise pour éviter des rivalités malsaines? Alors, premièrement, les procédures. Il faut les établir. Il faut les établir, il faut qu'elles soient transparentes et que il faut les vulgariser, que le manager dirige par l'exemple. Deuxièmement, il faut que le manager général et les managers médians, tous ceux qui ont la décision soient responsables et ne donnent pas dans la manipulation ou la manipulabilité. Et voilà, après, il faut que les recrutements soient bien faits pour qu'on n'ait pas des caps de compétences en cours de chemin. Tout ça concourt à des rivalités malsaines. Merci beaucoup. Et aux employés, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Oui. Eh bien, les employés, qu'ils regardent leur fiche de poste, qu'ils s'accrochent à leur fiche de poste, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui est sûr, la compétence finit par être reconnue. Monsieur Aïnan, pour vous, je veux bien que vous adressiez aux employés. Que faut-il concrètement pour éviter des rivalités malsaines qui n'apportent finalement rien au développement de l'entreprise et même au développement sanitaire de l'agent? Il faut cultiver la notion du mérite. 2, il faut se connaître soi-même, c'est important.
Le psychologue l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas réellement. Troisième chose, même si vous rentrez dans une entreprise et que vous pensez qu'il y a des manipulations par-ci, par-là, accrochez-vous à votre fiche de poste. À votre travail. À votre travail. Il y a toujours une place pour le travailleur. Même si ce n'est pas dans cette entreprise, il y en aura pour toi un jour. C'est clair. Ces compétences seront reconnues tôt ou tard. C'est clair. Mais Alain Tchotchoum, avec tout ce qu'on a dit ici, surtout l'intervention de M. Dapogan, qui représente les chefs de service ressources humaines ou développement du capital humain ici, les DRH. Moi, je ne représente personne. Mes idées, elles m'appartiennent. N'est-ce pas? Mais je crois que ce sont des idées partagées par tous qui occupent ces postes de responsabilité. Mais je pense que finalement, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Ah oui, naturellement, ça c'est clair. Parce qu'un leader manipulateur, ça n'apporte rien. Un leader manipulable également n'apportera rien. Mesdames, Messieurs, voilà, on va mettre un thème à ce débat matinal. On espère que nous vous avons apporté tout simplement de petits outils avec surtout l'aide de nos invités au téléphone comme au plateau. Et que désormais, vous qui êtes des travailleurs, vous savez quel est votre couloir. Et vous qui êtes des chefs d'entreprise, des décideurs, et vous savez également désormais, ou bien du moins, on vous a apporté un plus dans la gestion, dans les outils qui vont vous aider à faire une gestion saine pour votre entreprise qui, nous souhaitons, va durer 100 ans, 150, 200 ans, pourquoi pas, parce qu'une entreprise, voilà, n'est pas appelée à mourir.